Salut et bienvenue dans Milecto. Je suis Ludovic, exorciste chez Studio Black Sounds. Salut, moi c'est Dorothée Van Act, je suis consultante et formatrice en zytologie. Et aujourd'hui, on va vous parler communication de crise. Eh oui, la com de crise. Et avant ça, un petit sujet d'actu. Ouais. Alors, je voulais vous parler justement, alors on est toujours un petit peu dans l'ambiance RSE, je voulais parler du passage de gens-là en PME+. C'est encore un autre label. Donc, il y a les entreprises à mission, puis il y a aussi les PME+. Ok. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour devenir PME+, on fait faire un audit par EcoCert. Donc, c'est un organisme assez connu et en fait, pareil, hein, comme l'entreprise à mission ou en fait, comme toutes ces démarches RSE, on va venir voir qu'est-ce qui est fait pour l'écologie, donc en termes de réduction des déchets, empreinte carbone. On va voir aussi les achats. On va regarder les achats de l'entreprise, hein, jusqu'à où en fait elle va acheter ces matières premières. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Enfin, il y a pas mal de données. Donc sur les matières, l'énergie renouvelable évidemment, hein, donc trouver des solutions énergétiquement moins impactantes. Et il y a aussi le soutien aux associations locales. Donc ça c'est intéressant aussi. C'est une donnée qu'on n'a pas souvent, mais c'est une donnée aussi humaine qui fait partie du RSE. Donc je trouve ça intéressant d'expliquer que Ouais. ce genre-là, voilà, c'était mis dans cette optique-là. C'est De entre, pouvoir, c'est entre PME et entreprise à mission. C'est un autre Ouais, c'est un peu statut comme ça. intermédiaire. Mmh. Ouais, Ah, c'est un voilà, c'est une PME Nutri-Score qui. sociétal. Peut-être, oui, peut-être. Moi, ce que je C'est une trouve bonne idée, je trouve. intéressant, Ouais. c'est que, ouais, mais c'est surtout que les entreprises, et notamment les brasseries, se mettent à cette. Alors, c'est aussi de la com, hein, faut pas se leurrer, mais Oui, aujourd'hui, c'est forcément. justement un sujet qui intéresse beaucoup, beaucoup les consommateurs, justement, de savoir ce que ton entreprise va faire, ce que toi tu vas faire, ce que ton entreprise va faire, justement pour améliorer, on va dire, ou en tout cas modifier ou réfléchir à ton implication à la fois économique, sociale et écologique. Et le fait que les brasseries réfléchissent et sont dans cette démarche-là me paraît très importante parce qu'on peut essayer de donner l'exemple. On est sur une activité qui est semi-industrielle, on a une consommation d'énergie qui est très importante, une consommation d'eau qui est très importante. Et je pense que c'est des questions qu'il faut se poser maintenant avant qu'on nous les impose. Et il y a un autre truc aussi, et alors ça c'est plus personnel, c'est un avis plus personnel, c'est d'un point de vue où on nous demande, nous aujourd'hui citoyens, de faire des économies, d'éteindre la lumière, de faire fonctionner ces machines la nuit et des choses comme ça. Moi j'ai pas de problème avec ça, il n'y a pas de souci, il faut changer mes habitudes pour éviter que le monde parte en vrille, il n'y a pas de problème. Mais je ne pense pas, alors citoyens, nous tous ensemble, évidemment qu'on consomme beaucoup, mais moi individuellement, je consomme moins que toutes les entreprises qui sont installées autour de chez moi, si tu veux. Et j'aimerais Ouais. en fait que ces entreprises qui sont éclairées toute la nuit, par exemple, que ces enseignes de magasins qui sont allumées toute la nuit, s'éteignent une bonne fois pour toutes. Je veux bien faire des efforts, moi, en termes de consommation, mais je pense que là où on aura un impact beaucoup plus important, c'est quand les entreprises s'y mettront sérieusement et que ce soit vraiment un mouvement de société et pas juste vous, tout seul, chez vous, on vous demande de faire vos lessives la nuit. Enfin, je veux dire, faut arrêter de nous prendre pour des guignols. Je pense qu'il y a des démarches à avoir plus impactantes dans les entreprises pour dire, OK, l'eau que j'utilise pour nettoyer, d'où elle vient est-ce que je la prends de mon rinçage, pas de mon... Enfin, voilà, il y a ça peut coûter des sous parce qu'il y a peut-être des machines à acheter, mais je pense qu'il faut vraiment tous commencer à réfléchir dans ce sens-là et encore plus les entreprises. Et la bière, moi, me paraît être une bonne filière pour montrer cet exemple. Ouais, mais en tout cas, les Petit démarches RSE sujet. arrivent de plus en plus. J'en fais aussi un petit peu dans mes workshops et je parle notamment d'une table climatique qui a été mise en place par Butterfly Cannon, c'est une agence de com britannique. J'introduis ça dans mes workshops et c'est une espèce de table périodique des éléments, mais version écologie, où après, en fait, tu as à peu près 24 éléments, je crois, et
et je fais en choisir 8 sur 24 sur lesquels on peut travailler Cool. de jour en jour, ouais, pour vraiment se mettre dans ce bain de la RSE. Et si vous voulez en savoir plus sur la RSE, j'avais fait un podcast Super Potion il y a un petit moment maintenant, il y a peut-être 6 mois, je crois, et voilà, qui traitait de la RSE. Il y a le mot RSE dans le titre, donc si vous voulez googler ça pour en savoir plus, donc c'était la RSE affiliée aux brasseries et distilleries, enfin en tout cas à l'univers boisson, donc c'était intéressant pour s'y pencher un petit peu plus dessus. Donc Ouais. voilà. Place. Mais on mettra les liens, On de toute mettra façon en tout en description. description, ouais, carrément. Allez, Ouais. place au thème du jour. Com de crise. C'est quoi la com de crise? Alors, c'est quoi la com de crise? C'est important de savoir justement de quoi on parle. Hmm. En fait, la com de crise, c'est toutes les actions de communication qui permettent de limiter l'impact négatif d'un événement, donc sur l'image d'une entreprise, d'une marque ou d'un produit. Ouais. En gros, c'est la cata, il y a un problème. Alors, ça peut être un problème produit, en effet. Mon produit, il n'est pas consommable. Comment je fais? En termes d'image, j'ai fait une campagne de com et en fait, je suis complètement à côté de la plaque. Je suis xénophobe, antisémite. Voilà, je me suis complètement plantée. Il y a eu de la merde, quoi. Je sais pas, j'ai un ancien salarié qui est très, très, très mécontent de ce qui s'est passé, voire plusieurs, et qui sont en train de faire ma mauvaise presse. Alors attention, on n'est pas là pour excuser les erreurs. On est là pour expliquer que parfois, ça peut arriver qu'on fasse des erreurs. Là, je pense qu'on va s'orienter plus produit, qualité produit. Ce qu'il faut essayer de comprendre, je pense, dans notre déroulé, comment on va expliquer ça, c'est que on communique pas sur une crise ou sur quelque chose de négatif de la même façon qu'on communique au quotidien. Voilà. C'est en gros l'idée de ce podcast. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les crises, elles peuvent venir de l'interne. Donc, on en revient à notre qualité produit. Là, on a une bière, tout un lot de bière qui gush et qui est en train de retapisser tous les plafonds de tous nos clients. Ou alors externe. Et par exemple, le Covid en soi a été une crise. Donc, on va pouvoir voir un petit peu ces deux parties-là. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur cette définition. Non, ça me va très bien. En gros, ma définition à moi, c'est la merde. Hop, comment on fait pour pour rattraper le coup. tirer? Ouais, c'est clair. Soit c'est la cata et c'est fini et tu plies, soit tu relèves le défi et tu fais des actions, tu y remédies très 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 rapidement et souvent avec de la transparence, des mea culpa et porter ses couilles, quoi. Voilà. C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as mal géré ta crise, si tu as mal communiqué sur ta crise, c'est qu'il va y avoir des conséquences à plus ou moins court terme, mais potentiellement, ça peut rester. Ça peut rester puisque tu peux perdre des clients que tu récupéreras jamais. Alors, soit tu arrives à en trouver d'autres, soit tu n'arrives pas à en trouver d'autres. Et là, ça peut mettre en péril réellement ton entreprise, ou en tout cas ton entreprise dans son état économique actuel. Ce qui est pareil. Carrément. Après, quand tu plies bagage, c'est que vraiment le scandale est trop important. Mais on pourrait parler d'un MeToo, par exemple, avec Weinstein, qui lui, de toute façon, s'est carrément trouvé en tôle, quoi. Alors, t'imagines une entreprise qui se retrouve avec son dirigeant en tôle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut quand même faire sans, mais à condition de bien jouer le jeu, quoi. Ouais, ça me paraît chaud. Ouais, ça paraît chaud, mais bon, c'est l'entreprise, c'est pas forcément la personne. Mais bon, après, ça, c'est encore un autre débat. Donc, plusieurs phases aussi dans la com de crise. Donc, le calme avant la tempête, c'est-à-dire tout se passe bien. En fait, ça roule, il n'y a pas de souci. Les clients sont contents, la distribution se passe bien, les achats, les ventes, en tout cas, se passent bien. Il y a des retours positifs sur les produits, tout va bien. Il faut toujours faire attention et rester vigilant, je pense. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un souci de prod, un souci quelconque. Donc, il faut jamais se dire que tout va bien. Enfin, quand tu gères une entreprise, de toute façon, il y a toujours des couacs, quels qu'ils soient, mais toujours être un petit peu, non pas sur ses gardes, mais se dire que si on est un peu border sur un produit, se dire attention, il faut quand même que je corrige très très vite. Là, bon, c'est une fois, j'ai loupé un peu, ça peut arriver, il ne faut pas que ça perdure, quoi. Il faut toujours être un peu... Tu voulais rajouter un truc, je crois. Non. Non.
Non, je Et me donc, laisse bercer. tu te laisses porter, t'hésites Ouais, pas, hein, s'il y a un t'inquiète. truc que tu voudrais rajouter. Et donc, sous-entendu qu'une crise, ça s'anticipe. C'est-à-dire qu'il faut, faut toujours être un petit peu à l'affût, faire attention de ne pas se laisser porter par le vent. Mais bon, souvent, quand tu as une entreprise, de toute façon, tu es toujours sollicité pour des trucs. Il n'y a pas un jour qui se ressemble, c'est ça qui est bien aussi. Ouais. La tempête, donc là, c'est les premiers effets négatifs sur l'image de marque qui se vont se sentir. Donc, mauvaise presse. Donc, en effet, ça peut passer par des communications. Imaginons un journaliste qui a fait une enquête sur ton produit et qui se rend compte que y a un élément cancérigène dedans. Ça pourrait d'ailleurs demain être un journaliste qui découvre que la bière c'est très 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 mauvais pour la santé. Comment on fait ? Et bien là, il faut monter au créneau pour dire écoutez, je comprends pas, c'est un breuvage qui date de milliards d'années. C'est la première fois qu'on dit qu'il faut arrêter d'en boire à 100%. Regardez, les gens sont pas morts d'avoir bu de la bière. Tu vois. Enfin, bref. Ouais, moi, ça me fait typiquement penser au documentaire qu'il y a eu sur Brewdog sur la BBC, là. Le The Truth About Brewdog, il est hyper violent contre Brewdog. Enfin, il n'est pas violent pour être violent, il porte vraiment des preuves, etc. Il parle de la reforestation qui n'a jamais été faite, de plein de choses, des problèmes de harcèlement comment tu fais face à ça? Alors, je sais pas s'il en a parlé, le PDG de Brewdog. Si, il a fait un livre, même. Il a fait un livre, le mec. Il est quand même très fort. Pour se dédouaner de ce docu, il a fait un livre? Bah oui. Oui, parce qu'il est dans l'anti-complet. Hein. Et en effet, là, sur la BBC, on est sur un vrai travail journalistique. Ouais. Un journaliste, il affirme pas quelque chose sans preuve. Sinon, ça veut dire déjà qu'il n'est pas journaliste et de deux que il risque de perdre son boulot. Puis c'est peut-être pas sur la BBC en une du site web BBC, et tout. Ouais, la BBC, même si parfois elle a pu avoir dans le passé des pratiques un peu limites pour récupérer des sujets intéressants, ça n'empêche que quand tu fais un reportage, tu as des preuves. Et surtout que c'est dans la même, c'est en Angleterre, quoi. Donc c'est une chaîne anglaise qui parle d'une entreprise anglaise. Brewdog, c'est un fleuron de l'économie anglaise aujourd'hui. Enfin, un fleuron en chiffre d'affaires, c'est peut-être pas l'entreprise la plus, la plus forte, je sais pas comment dire, enfin la plus rentable, on va dire, d'Angleterre. Mais en attendant, ils ont une notoriété tellement énorme là-bas. Brewdog, c'est devenu une religion. C'est devenu un peu une religion, une identité économique aussi. Donc ils ont une notoriété importante. Et oui, il a répondu. T'inquiète, qu'il a bien répondu à ce reportage. Mais j'avais pas suivi ça. Sur ce qu'on s'y attend, tu regarderas, tu retrouveras facilement. Il n'a pas vraiment répondu sur ce à quoi on s'attendait. Ok. Donc voilà, donc ça c'est donc la tempête. Alors baisse des ventes aussi parfois, sans se rendre compte, on se dit tiens, j'ai un client là, il était fidèle, il m'a acheté une palette à chaque fois, ça fait 6 mois qu'il m'a pas commandé. Qu'est-ce qui se passe? Alors logiquement, quand tu es commercial et que tu es bon commercial, tu fais du suivi client. Si le mec il a eu un souci avec 1, 2, 3 bières, il va te le dire très rapidement. Bon, mais n'empêche que donc baisse des ventes, et puis dénigrement, voire diffamation sur les réseaux sociaux par exemple, où parfois c'est souvent il y a une raison souvent très valable derrière, mais parfois ça peut prendre de l'ampleur. Le bad buzz arrive très vite sur Insta, TikTok. En 2 secondes, voilà. T'es banni, t'es haï. Imagine demain, il suffit que, on va essayer de trouver un exemple concret, qui n'existe pas, mais sur Nurshit Bière, il y a un mec qui ouvre une de tes bières, qui dit ouais c'est de la merde, c'est dégueulasse, c'est machin, et en dessous dans le feed, en fait, t'as que des gens qui disent oui de toute façon cette brasserie c'est que de la merde. Tu vois, ok. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Est-ce que c'est ce mec-là qui t'en veut particulièrement, ou est-ce que tu as été mauvais, tout simplement, hein. Je veux dire, à un moment donné, on le verra à la fin, il faut aussi se rendre compte que on peut faire des erreurs et que qu'on doit justement les assumer. Après, je suis pas sûr la récession. Je voulais juste dire, je suis pas sûr qu'un bad buzz sur Nurshit Bière fasse dégringoler des ventes d'une brasserie qui n'aurait pas du tout la même cible au final, parce que ça reste un groupe Facebook
enfin, c'est pas énorme, Ouais, quoi. il y a du monde. Il y a du monde, mais Il y a c'est du des monde. gens, c'est des gens qui Mais- sont bien amateurs de bière, plus. Donc, Ouais, c'est pas forcément C'est la vrai cible lambda d'une brasserie. c'est ça. Ils sont peut-être pas représentatifs, en effet, du consommateur, du volume de consommateurs réel. Ouais. En effet. Parce qu'ils sont. Mais ils ça sont reste quand peu même nombreux. un potentiel axe ou Voilà. un potentiel Ça média peut. qui peut relayer des infos qui pourraient nuire à telle ou telle personne, telle ou telle brasserie. Enfin, Tout à fait. ce groupe ou d'autres groupes. Ça hein, se c'est pas- surveille. Ouais, carrément. Ça, je pense, ça se surveille. Mm. Donc, après la récession, donc la crise se résorbe, la situation se normalise à nouveau et la reprise. Une fois la crise terminée, les indicateurs habituels repartent en hausse. Prenons l'exemple du Covid, par exemple. C'est particulier le Covid, c'est que donc 2019, début 2019, crise du Covid, printemps, fermeture, tout le monde s'arrête. Donc 3 mois de perte de production et donc de chiffre d'affaires. Relance, alors sur la bière, on a eu de la chance, il y a une relance en pic, donc c'est-à-dire que il y a eu comme une demande multipliée par 10 à la sortie du confinement. Une stabilisation, mais toujours en hausse, ce qui est super intéressant. Et en fait, là, on voit une baisse et on se voit se remettre au niveau de 2019, donc au niveau d'avant Covid. En fait, c'est juste un retour à la normale. Alors là, on va dire que c'est une crise qui finalement est plutôt sur le moment, pendant la crise, qui n'est pas forcément si négatif que ça. Par contre, c'est aujourd'hui que ça fait bizarre, où tu te dis merde, 2020-2021, j'ai pété les scores. Pourquoi en 2019, aujourd'hui, je me retrouve... Enfin, pourquoi en 2022, aujourd'hui, je me retrouve au niveau de 2019 ? Mince. Si tu as fait des investissements entre-temps, si tu te dis, ouais, c'est cool, je peux lancer un nouveau projet, si tu te dis, je vais pouvoir enfin me payer, eh ben non, en fait. Non, parce que cette crise-là, elle s'enchaîne aujourd'hui par une seconde crise qui est celle de l'inflation. Alors, on met beaucoup de choses sur la crise en Ukraine, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une géopolitique qui est en train de se remettre en place. Donc, il y a énormément d'enjeux assez compliqués. Il y a l'histoire aussi de l'écologie. Au moment donné, il faut en tenir compte aussi, je pense, avec tout ça. Ouais. Enfin bref. Donc là, en fait, on enchaîne une crise qui était finalement pas si pire sur une autre, qui fait que là, finalement, on se rend compte que il y a eu quand même une progression artificielle du Covid. Et puis, Mais la en première fait, crise la crise en elle-même... a amené beaucoup de choses, a amené beaucoup d'innovations et de nouvelles manières de consommer aussi. Le Covid, c'était un boom pour énormément d'autres entreprises. Bon, la tech, forcément, tout ce qui est réseaux sociaux ou SaaS compagnie ou tout ça, tout ce qui est tech, ça en a profité. Mais après, toutes les entreprises sont mises aussi au e-commerce. Ça a développé vraiment beaucoup le e-commerce et plein d'autres pratiques, la livraison à domicile rapidement, le fait d'acheter plus local, parce que c'était le bordel sur les commandes, donc on faisait peut-être moins de commandes à l'export, enfin à l'international, tout ça. Donc oui, il on y a savait beaucoup de trucs pas qui sont les avoir shapés de toute façon. vis-à-vis de ça. Et là, je vois plus cette deuxième crise comme étant un gouffre plutôt que le Covid. Et en même temps, je sais pas. J'étais pas brasseur, donc je peux pas savoir. Je sais qu'il y avait beaucoup de brasseries qui ont jeté qui ont dû jeter et fermer boutique aussi. Donc c'était assez chaud quand même. Mais en fait tout le monde a flippé au confinement. Tout le monde s'est dit merde, comment je vais faire ? Parce qu'en plus tu arrives au printemps, c'est là où tu produis pour l'été quand tu es dans des régions où tu as des touristes. Donc très très compliqué de se dire merde, on ferme pendant 3 mois. Donc, beaucoup en ont profité pour réparer les machines qui étaient cassées ou machin, faire du clean, prendre des vacances. C'est con, mais quand tu es chef d'entreprise, des vacances, t'en prends pas beaucoup. Il y en a qui en ont profité. Enfin, prendre des vacances, tout est relatif. Rester chez soi et ne rien faire. Oui. Parce que vous pouvez pas aller très très loin. Ou alors aller se réfugier dans une maison de campagne ou j'en sais rien, ou chez papy, mamie, ou bref. Mais la crise, elle était au moment du confinement où moi je me souviens avoir fait une conférence pour le SNBI, j'ai dit ne restez pas les bras croisés. Donc profitez-en en effet pour cleaner votre brasserie. Certains, avec du recul, on dit on aurait dû brasser parce que derrière on s'est retrouvés, mais alors pressés comme pas possible, avoir une demande de ouf et rien dès que ça revient après. Ça a été très compliqué à gérer aussi. Et après, l'idée, c'était garder contact avec vos clients. Ils sont comme vous. Eux, ils sont obligés de rester à la maison.
Ils demandent que ça, d'avoir une petite activité, parce que bon, 3 mois au bout d'un moment, c'est quand même long. Une petite activité, et je leur ai dit, proposez-leur, si vous avez des bars en direct, d'aller nettoyer leurs tireuses, vérifier qu'ils ont bien fermé les lignes, qu'ils les ont mises en eau. Justement, allez hop, un gros clean, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va rouvrir. Bon, enfin, si, on savait à peu près, mais un gros clean pour bien démarrer sur des nouvelles bases. T'en profites pour dire, bah tiens, comment on gère les fûts, en effet, pour certains qui étaient... Alors, il y en a qui ont fait preuve de mauvaise foi, parce que les fûts qui étaient dans les caves, moi, je suis désolée, c'était des fûts qui étaient commandés bien avant la crise. Donc, soit tu gères ton FIFO, donc les derniers fûts entrés sont près des tireuses et l'inverse au fond, tu vois. Soit tu as mal géré ton stock, et là, c'est un peu facile de dire, ah, regardez, elle est périmée. Bah ouais, mais bon, elle est périmée de 9 mois, c'est pas 9 mois qu'on est en confinement, quoi. Ouais. Là, il y a eu un petit peu de... Bon, après, c'est de la négo commerciale. Mais cette com de crise, Et, j'ai l'impression qu'elle a... tout le monde vit la même chose. Donc c'est vraiment différent d'un événement particulier qui pourrait survenir oui, sur ta brasserie ok. propre. C'est, Tout le monde vit la même chose, mais tout le monde ne réagit pas de la même façon. Oui, c'est sûr. Et quand tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas comment sera fait demain et que toi, tu as une entreprise qui doit survivre, tu as intérêt à être un petit peu... tu l'as dit t'as tous toi-même, les caractères, les gens de toute étaient façon. vachement créatifs. Ouais, t'as des gens créatifs, t'as des gens qui se reposent sur leur laurier et qui voient juste la fin arriver devant leurs yeux sans bouger. T'en as d'autres qui inventent des milliards d'innovations. Enfin, ouais, t'as différents traits de caractère qui sont associés aussi à une société, à une entreprise. Et après, tu as aussi le PGE. Le PGE, super, le PGE, donner de l'argent pour permettre aux entreprises de survivre, moi je trouve ça génial, sauf que maintenant il faut les rembourser, les PGE. Donc il y en a qui ont trouvé ça super puisqu'ils ont pu investir, ils ont pu se payer, ils ont pu payer leurs salariés alors que l'activité était en baisse. Par contre, aujourd'hui, il faut les rembourser. Et la crise, c'est aussi, on va le voir un peu après, c'est justement de faire attention aux conséquences sur le court terme et sur le moyen et sur le long terme. Tu vois, c'est que tu penses que la crise est passée, mais en fait, il se peut qu'elle soit encore là quelque part, tapis dans l'ombre. Il faut se méfier de la crise. Ouais. Donc la tempête, la récession, donc là on a dit la crise se résorbe, la situation se normalise, et donc la reprise, la crise est terminée, les indicateurs habituels repartent à la hausse. En gros, sous-entendu que tu commences à pouvoir te dire c'est bon, c'est terminé, on passe à autre chose, quand justement tu te retrouves avec des indicateurs. Alors ils peuvent être divers et variés, ça peut être les ventes, ça peut être le nombre de followers sur Facebook, ça peut être le peu de commentaires que tu as dès que tu ne publies. Voilà, y a des indicateurs qui te permettent de dire ok, c'est bon, c'est géré, c'est passé, hop, on passe à autre chose. Moi je dirais tout simplement les objectifs que tu t'es mis en fait. Est-ce que toi, personnellement, les objectifs que tu t'es mis, les 4 ou 5 du semestre ou de l'année que tu t'es mis, est-ce que tu les as atteints? Est-ce que non? Pour moi, c'est d'abord ça. Et après, oui, tu as des KPIs qui viennent aussi d'entreprises comme IWSR qui te prédit la résilience des boissons, etc., qui peuvent donner un peu de baume au cœur quand tu vois qu'une entreprise qui fait du big data te donne des bonnes nouvelles. Peut-être que, mine de rien, au fond de ton cerveau, tu te dis « Ah, cool, ça va revenir », et ça te rebooste un petit peu, tu vois, ça te redonne une... Mais bon, il faut d'abord voir ce qui se passe chez toi. Le bio qui se casse la gueule, mais la bière bio qui reste en progression, tu vois. Je pense qu'il faut pas toujours voir le tableau complètement noir. Il faut se donner de l'espoir quand même. C'est quand même mieux, parce que ça permet en effet d'avoir une vision moins négative du problème. On en vient à nos petits points. Alors là, on a listé ça comme sur 10 points donc de gestion d'une crise. Et là, on parle bien de communication de crise. Donc, première chose à faire, c'est tout simple, c'est rester calme. Respirer. Il faut souffler, il faut respirer, tout à fait. Respirer, souffler, rester calme et essayer d'avoir une analyse un peu sereine. Ça peut être difficile parce que ça dépend de ce qui se passe, mais un peu... neutre, tu veux dire neutre, objective de la situation. C'est-à-dire surtout pas paniquer, quoi. On analyse. Voilà. On commence d'abord à être dans l'analyse. Pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les raisons ? Je dirais même, on demande à un expert de le faire aussi.
On n'est pas forcément resté avec son équipe, ses propres idées. On n'est peut-être pas fait pour ça, quoi. Ouais, c'est conseillé de faire appel à un expert. C'est même conseillé de faire appel à un expert pour la simple et bonne raison que lui, il aura le recul nécessaire. Il n'est pas impacté directement, donc personnellement, il va pas le prendre pour lui. Et surtout, si c'est quelqu'un qui a déjà eu affaire à des crises, il aura les bonnes expériences. Tu vois, en disant bon ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et en effet, c'est conseillé dans une entreprise de se souder les coudes dans ces cas-là. C'est-à-dire on reste calme, on se retrouve tous ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe d'abord. Voilà, ça sert à rien de s'affoler en disant oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc ça en vient à notre deuxième point. Ça c'est un truc qu'il faut faire très 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 rapidement. Et c'est pour ça que c'est déjà le deuxième point, c'est prévenir ses clients. Parce que si les clients, ils apprennent par les médias, la presse, les réseaux sociaux qu'il y a un problème, ils vont un petit peu faire la gueule et ils auraient complètement raison. Parce que vos clients, c'est vos premiers financiers, quoi. C'est eux qui achètent vos produits. Et à un moment donné, s'il y a un problème, c'est d'abord eux qui doivent être au courant. Ouais. Et en les prévenant, vous allez mettre en place avec eux, et pas leur imposer, c'est ça, c'est important, justement une façon de récupérer. Alors si c'est un problème produit, par exemple, vous avez une bière tout un lot qui gueuche complet, voire qui explose. Moi, c'est déjà arrivé. Ça arrive de moins en moins, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des bières qui explosent, pas les miennes évidemment, mais comme par hasard. Ça peut être dangereux. Non, mais parce que bon, moi je maîtrise. C'est pas moi qui me. Les brasseries avec qui j'ai travaillé maîtrisaient les produits. Non, là ça peut être vraiment dangereux. Une bouteille qui explose dans un rayon, potentiellement, c'est des tessons de verre, quoi. Hein, donc, tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Hein. Moi, je le répète tout le temps et je pense que les gens qui me connaissent en ont peut-être marre, mais j'ai failli avoir un œil crevé, moi, à cause de ça, quoi. Mais genre, tu vas dans le rayon et la bière, elle t'explose à la gueule. Ouais. T'as rien demandé, alors, ce truc arrive. Là où moi, ça a fait... Ouais, ça n'arrive quasiment plus, mais c'est arrivé au début, il y a longtemps. Moi, c'est parce que je manipulais les bouteilles entre elles. Mais je savais qu'elles étaient très fragiles, donc je faisais super gaffe. Ça n'empêche qu'elle m'a explosé quasiment dans les mains, quoi. Enfin, donc là, j'avais vraiment... sinon, la chance que j'ai eue à chaque fois, c'est que quand c'est arrivé, il n'y avait pas de clients, et c'était dans les rayons, et j'étais pas à proximité directe des rayons. Mais oui, tu es en train de faire, je sais pas, ta compta, ou ta com, ou quoi, puis tout à coup, tu entends un gros boum. Et le problème, quand ça fait ça, c'est que c'est pas t'as une bouteille qui pète et puis t'as toutes les autres autour qui viennent avec. Tu sais, c'est le principe des dominos. Et là, tu dis, j'avais fait mon ménage, je peux recommencer. Donc ça, c'est chiant. Ouais. Forcément, ce que tu fais dans ces cas-là, en plus, toi, revendeur, c'est que tu vas extraire tous les produits. Et clairement, cette bière-là, tu ne prends même pas le risque de la vendre. Et je me souviens d'une fois où on avait fait ça, c'était une brasserie étrangère, je ne retrouverai plus le nom, enfin bref, où à un moment donné, c'est pareil, ces produits-là que tu as extraits des rayons par sécurité, ils traînent. Donc je me souviens avec Axel, j'avais dit, bon Axel, c'est bon, là, ces bières-là, on va les ouvrir, c'est bon quoi. De toute façon... Et je dis au pire, si tu vois qu'elles gueuchent pas et qu'elles réagissent bien, c'était une brune assez forte en alcool, je dis on les remettra en rayon, au pire on les bradera, mais on les vendra si... Et je me souviens avoir pris une vidéo, mais à chaque fois qu'il ouvrait une bouteille, mais c'était une bombe le truc. Ça en foutait partout, il y avait une pression dans la bouteille. Ouais. Mais tu sais, ça jaillissait, mais à une vitesse, il avait même pas le temps de faire en sorte. C'est comme du kéfir que t'as un peu secoué, quoi. Mais c'était l'horreur. Ouais. Donc on s'est amusé. Oui, si. Les premières bouteilles, tu t'amuses. Au bout de la 13e, 14e, c'est plus très drôle, mais on les avait toutes vidées. Il les avait toutes vidées dans l'évier. C'est vrai que c'est toujours chiant, parce que derrière, en plus, tu les as achetées, toi, tes bouteilles. Bon, j'en viens à mon truc, donc prévenir ses clients. Donc prévenir ses clients, c'est leur dire que le produit est pas bon, donc il faut le sortir des rayons. Et deux, voir avec eux comment ça se passe. On échange, on rembourse. Si c'est un distributeur, c'est s'assurer avec lui qu'il va prévenir ses clients pro, les cavistes, les bars, en disant, voilà, je vous appelle de la part de telle brasserie, et ils ont constaté un problème, on retire tout, on vous les échange ou on vous les rembourse. C'est assez simple, un petit peu long parce qu'il faut appeler tout le monde et aussi s'assurer de savoir où sont ces bières, à quel endroit et quel lot. Il faut identifier le lot d'abord, mais c'est la première chose à faire. Parce que si ton client il l'apprend par un intermédiaire,
je pense qu'il va mal le prendre, quoi. Il va se dire, soit ils m'ont oublié, donc c'est-à-dire que je n'existe pas pour eux. Or, tout client, même le plus petit, c'est important. Soit ça veut dire, ils me l'ont fait à l'envers, ils me l'ont vendu, ils veulent pas me le rembourser, quoi. Et c'est pareil, dans ces cas-là, on rembourse ou on remplace. On ne discute pas. Il n'y a pas d'histoire de 50-50. Celui qui a fait la connerie, c'est celui qui a produit. Donc, il assume, tout quoi. à sa charge. Ouais. Voire même, s'il y a des frais de transport, il prend aussi les frais de transport à sa charge. Enfin, franchement, honnêtement, tu as fait une connerie, tu l'assumes. Ouais. Ensuite, savoir d'où vient cette crise, comment elle est arrivée et était-elle prévisible. En gros, ça, c'est la partie de l'enquête, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une infection. D'où vient cette infection ? Est-ce qu'elle est localisée ou est-ce que c'est toute la brasserie ? Si c'est toute la brasserie, on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas pu se rendre compte avant qu'il y avait un problème ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu nettoyer ces cuves où il y a des vers et de la rouille partout ? Non, ça n'existe pas, ça. Ça existe, malheureusement. Ouais, ça existe. Il y a des gros crados. Qu'on utilise... Ouais. Après, il y a des brasseries dans des granges, il y a donc sur terre battue, il y a plein de... Ouais, il y a autant de brasseries qu'il y a de façons de faire, je pense, et de personnes. Mais... Ouais, c'est clair. Donc, ici, l'idée, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a fait comme connerie pour que ça parte comme ça en cacahuète. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter la connerie ou en tout cas la prévoir un peu plus en amont, ce qui aurait permis d'être un peu moins dans le stress, même si c'est jamais agréable. Et c'est surtout comment on la résout. Parce que tu peux pas rester si tu as une contamination au diastaticus, tiens, c'est d'actualité. C'est particulier le diastaticus, hein. C'est une des levures qu'on utilise pour les bières de saison, qui sont quand même très clou de girofle, un peu foin. Ça marque beaucoup les bières. Donc si c'est ça, il faut être sûr de s'en débarrasser. Et c'est pas forcément la levure la plus facile à dégager quand il y en a partout, quoi. Donc ça, il faut vraiment mettre en place aussi un protocole de OK, c'est arrivé, comment ça n'arrive plus, comment le nettoyage on résout, et surtout désinfection. Comment on se débarrasse de ce truc, quoi. Ensuite, mesurer son impact à court terme ou à long terme. Alors à court terme, c'est je suis une brasserie locale, je ne vends qu'à 10 km autour de chez moi. Je sais exactement à qui j'ai vendu, quand, pourquoi et comment. Donc, je vais faire mes petites tournées, je vais récupérer mes produits, je vais les échanger, je vais rembourser. C'est toujours mieux d'échanger parce que ça permet de garder les produits sur les rayons, évidemment. Mais ça dépend du stock que tu as. Et hop, en 2 jours, c'est réglé. Je suis une brasserie qui fait 35 000, 50 000, 100 000, 200 000 hectos. Je passe par énormément de fournisseurs, des centrales d'achat, des GMS en direct, j'envoie des palettes entières au bout de la France, voire à l'étranger. Là, c'est vachement plus compliqué. Donc là, ça peut avoir un effet plus sur long terme. Imaginez, vous avez sorti une bière qui est vraiment dégueulasse et sur Untappd, par exemple, y en a un qui commence à dire que c'est pas bon. Un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la bière, on va pas avoir demain, je sais pas moi, le meilleur sommelier de France qui passe sur France Inter ou sur France 3 dire cette bière-là, elle est pas bonne, je vous la déconseille, c'est sûr. Mais bon, ça peut quand même avoir un impact. Ouais, de fil en aiguille, bouche à oreille. Voilà. Même perdre 10% de sa clientèle, en tout cas aujourd'hui, ça peut être compliqué. Si tu es une micro-nano-brasserie, ça c'est direct parce que le monde est petit. Si tu es une brasserie plus grosse, peut-être un peu moins rapidement, mais ouais, effectivement. Et encore, après, c'est toujours le consommateur a toujours raison à la fin. C'est-à-dire que s'il prend une bière une fois, mais il en rachète plus. Qu'il la trouve pas bonne, il en rachète plus. Ça c'est sûr. Mais à la fin, tu vas peut-être pas t'en rendre compte tout de suite, mais au bout d'un moment, quand tu vas galérer à trouver ton client. Peut-être qu'il sera trop tard pour se dire « Merde, est-ce que j'ai fait les choses bien ?» Carrément. Donc, ça peut être plus ou moins long. Et puis, elle peut avoir aussi plusieurs sources. C'est-à-dire que tu vas avoir un problème. On reprend l'idée du Covid. C'est que le Covid, c'est un élément externe, mais ta façon dont toi, tu vas gérer le Covid, si par exemple, il y a Covid, bam, ça redémarre, tes clients se réveillent tous, ils veulent tous de la bière, t'as plus de stock, c'est-à-dire que t'en avais déjà pas beaucoup avant, donc t'en as pas refait pendant le Covid, et puis hop, t'as une machine qui tombe en rade. Tu vois, parce que t'as pas fait ton entretien, t'en as pas profité pour... tu pouvais pas vraiment, mais bon, t'aurais pu justement en profiter pour réviser tout ça. Et tu galères, quoi.
Donc, ça peut avoir plusieurs sources. Un problème produit, ça peut venir en effet d'une infection, mais ça peut venir aussi d'un process. Ça peut venir d'une levure contaminée. Ça peut venir de tes fermenteurs comme de ton embouteilleuse, tu vois. Enfin, voilà, il faut vraiment réfléchir et avoir enquêté correctement. Il y a un autre point aussi qui est celui de rester vigilant, attentif et ouvert à la communication. C'est-à-dire que en période de crise, en gros, tu fais comme les suricates, tu sais, t'es comme ça, puis tu regardes partout. Ouais. T'attends pas, alors t'attends que ça te tombe dessus à moitié, hein, quand même. Bon. Mais surtout, tu es présent. Tu es présent, tu écoutes tu fais pas ce qui se l'autruche, passe. quoi. On Non, parle beaucoup tu vas d'animaux, pas te là. planquer ou... Ouais, t'as vu? Je sais pas, il doit y avoir un truc. Tu vas pas à l'autre bout du monde te planquer en disant non, mais regardez, je suis plus là, je suis pas responsable, quoi. Ouais, faut assumer. C'est le mot, le mot du podcast quand on parle de crise, c'est d'abord assumer. Pas dire que c'est la faute des autres, pas remettre ça sur oui, mais nanana, mais machin. Non, en fait, on s'en fout. Et nous. assumer. Le problème, il vient de. Il vient de toi ou de ta brasserie ou de ton entreprise. Ouais. Donc, l'avantage d'assumer, c'est que ça te permet d'ouvrir les yeux correctement sur le problème. C'est que ça te permet de te rendre compte que oui, là, t'es pas parti dans la bonne direction, quoi. C'est que là, t'as fait une connerie et donc tu vas forcément avoir une analyse un peu plus juste de ce qui se passe. Et comprendre un petit peu mieux les gens qui t'incriminent ou en tout cas les gens qui n'ont pas aimé... parce qu'après, tu peux avoir aussi, des gens qui vont monter au créneau suite à ça. Faut faire attention. Ah bah après, il y a peut-être les concurrents qui peuvent se frotter les mains d'une situation pas ouf. Ouais. Ah, ça. Ouvert à la communication, c'est pareil. Si on vous demande des comptes, qu'on vient vous voir, on vous dit non, mais écoute, je comprends pas, moi, la bouteille, elle a explosé, je me suis retrouvée coupée ou j'ai machin, tu peux pas faire l'autruche aussi et dire ah bah non, il s'est rien passé, non, c'est faux ce que tu me racontes. Non, il faut être compréhensif, bienveillant et toujours pareil, avoir fait son mea culpa, faire son mea culpa en disant ok, oui, je sais, j'ai fait une connerie, comment on peut réparer ça ? Comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, c'est important. Surtout si les gens viennent vers vous spontanément. C'est-à-dire que si demain, c'est un risque pour la santé ou c'est un risque de procès, c'est toujours mieux de réussir à discuter avant. Il y a énormément de procès qui n'ont pas lieu au pénal parce qu'il y a un arrangement préalable. Bah oui. Et parfois, l'amiable, c'est beaucoup mieux qu'un procès qui serait médiatique. Avec des journaux et des médias qui relaient l'info, parce que de toute façon, si vous êtes en cause, vous êtes en cause. Donc, alors je dis pas, il faut se défendre aussi si c'est pas équitable, mais il reste quand même que souvent on peut s'arranger à l'amiable et je pense que c'est parfois nécessaire. Donc rester vigilant, attentif et ouvert à la communication. Et il y avait un autre point aussi, c'est se préparer au pire. C'est que malgré tout, vous avez beau avoir analysé, vous avez beau être resté calme, avoir analysé, avoir prévenu vos clients, avoir mesuré l'impact et et être en train de trouver une solution, il peut que ça prenne des proportions qui soient ingérables. Ouais. Et ça, c'est possible aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ouvert comme une boîte de Pandore et avoir des gens qui, pour je ne sais quelle raison, enfin, il y a toujours une raison, ont un ressentiment et alors là, bam, ça tombe, quoi. Et là, ça peut être compliqué. On en revient à l'exemple de Brewdog. Lui, il s'en sort plutôt bien, mais je pense qu'en local, en Angleterre, ça a dû avoir une autre résurgence. Mais quand le mec se retrouve à avoir plusieurs salariés qui écrivent une lettre, certains anonymes, certains où il y avait le nom et le prénom en disant voilà, ce mec-là, il est néfaste pour les gens, pour l'entreprise, pour tout. Je veux dire, ça, c'est le pire, quoi. Ouais, quand on te pointe du doigt et que et c'est pas qu'une lettre, c'est plusieurs, donc ça devient un pattern après qui se répète. C'est plusieurs lettres. Et puis, c'est surtout des lettres qui ont été partagées sur des réseaux qui sont visibles. C'est-à-dire que pourquoi c'est arrivé jusqu'à nos oreilles de nous, petits Français ? Bon, parce qu'on est des consommateurs de Brewdog, mais aussi parce que ça avait commencé à prendre de l'ampleur en Angleterre. Ouais, en fait. C'est sûr. On s'est retrouvés à lire les mêmes médias et avoir les mêmes relais. Donc, c'est que là, ça commence à prendre une ampleur qui n'est plus maîtrisable, en tout cas à ta hauteur, à toi,
à ton réseau, ta zone de chalandise première à toi, quoi. Et sur le côté, justement, je voulais rebondir sur ce préparer au pire. J'avais une analogie plus dans le domaine pharmaceutique et qui s'apparente aussi au positionnement. Au final, dans le marketing, quand on se positionne sur un environnement, sur 4 environnements différents. Tu as l'environnement de créer une catégorie, une nouvelle catégorie, de l'innovation, quelque chose qui n'existe pas. Tu as l'environnement offensif. Tu as l'environnement défensif et tu as l'environnement correctif. Et quand tu arrives dans l'environnement correctif, il faut absolument changer ton positionnement et ça devient la priorité number one. Et là, l'exemple dont je voulais parler, c'était Tylenol, donc un produit de Johnson & Johnson qu'on connaît bien maintenant avec le Covid et tout. Personne ne connaissait, maintenant on connaît tout ce qui c'est. Et en 82, il y a eu une affaire de meurtre au cyanure dans les flacons de Tylenol. Il y a des gens qui ont gobé des gélules qui étaient au cyanure et il y a eu 7 morts, dont des enfants. Donc le truc ignoble et super chaud d'un point de vue entreprise, en mode risque, crise et tout. Là, on peut pas faire pire, je pense. Oui, et puis moi j'ai une question. Est-ce qu'on savait d'où venait ce cyanure ? Alors ça, je sais pas. Ça, il faudrait lire sur la page Wikipédia qui en parle. Il y a un gros dossier là-dessus. Le fait est que du jour au lendemain, il y a eu 7 morts parce que des gens ont gobé du cyanure dans des bouteilles, dans des flacons de Tylenol. Et en moins d'une semaine, donc comme de crise, en moins d'une semaine, Johnson & Johnson ont retiré tous les produits de Tylenol du marché. Donc on peut se dire que c'est normal et voilà. Mais par contre le coût que ça doit générer de tout récupérer et puis surtout vu qu'il n'y a plus rien, de rien vendre, en gros ils sont grave dans la merde. Et ils ont réussi à faire ça en une semaine dans tout le pays. Donc on est aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est énorme. Quoi. Et en moins de 60 jours, ils ont créé et introduit pour chaque nouveau produit ce système de sécurité inviolable qu'on voit maintenant dans tous les médicaments. Donc en gros, un flacon scellé. C'est l'OPER. Voilà, qui fait qu'on c'est peut pas ouvrir. C'est l'opercule qui fait que si tu injectes un truc dedans, de toute façon, ça va se voir en fait, et ce qui fait que ton flacon, il sera plus, comment je vais dire ça, ni sous vide ni intact, quoi. Ouais, voilà. En gros, c'est un truc inviolable et pour rassurer le public et que ça se reproduirait plus. Donc en fait. Au final, c'était un mal pour un bien. Alors, un mal pour un bien, il n'y a pas trop de bien à ce que des gens soient morts. Hein. C'est quand même... Une crise, c'est rarement positif, ni pour l'entreprise, ni pour les gens autour. Hein. Donc, bon. Ouais, mais en tout cas, ce positionnement correctif a sauvé clairement l'entreprise. Et en moins de 60 jours, le truc fou, c'est qu'ils ont enlevé des produits, mais ils ont réintroduit sur le marché un nouveau business model du flacon sécurité qui n'existait pas, en fait. Et en fait, ils sont revenus sur le marché, ils sont passés d'un environnement correctif à un environnement innovation, nouvelle catégorie de produits. Et puis en fait ils en ont fait du bise avec et en fait voilà, ils sont passés du correctif à la nouvelle catégorie, donc très smart d'un point de vue marketing, pas cool du tout d'un point de vue sanitaire parce que voilà, vu ce qui s'est passé, mais en tout cas voilà, ils ont géré une com de crise au final très bien d'un point de vue société. Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en plus, oui, ils ont créé un nouveau produit qui fait que non seulement, puisqu'on est dans la pharmacie, dans le médicament, donc c'est hyper touchy en termes de santé publique. Ouais. Non seulement ils se sont mis au vert, on va dire, vis-à-vis de la population en disant non, mais nos produits sont sans danger, étaient peut-être sans danger, mais on ne s'est pas posé la question, on a tout repris. Tu vois, c'est ça qui, à un moment donné, tu vois, si tu as une personne qui te dit « ouais, il y a un problème », en fonction de la catégorie de cette personne qui te dit si c'est un professionnel, un simple consommateur ou quoi, tu peux prendre aussi la mesure de ton problème. Tu vois, si demain, c'est un journaliste qui a fait une enquête sur ta personne,
et que c'est diffusé sur un média grand public, grandes ondes, là, tu te dis, le problème, il est gros. Si demain, c'est un salarié avec qui tu t'es pas entendu pour X raison qui te dit bah, ça se passe mal parce que t'es un connard, bon, ton problème, il est pas si grand. Non mais, tu vois? Ouais, c'est clair. Là, eux, ils se sont dit, il y a eu des morts, donc gros problème. Ils ont retiré tous les produits. Ils se sont dit, on chipote pas, on va pas juste enlever un produit par-ci, un produit par-là, ou attendre que les gens nous disent. Je pense que dans la salle, ils ont dû tout évoquer ce qui était possible de faire, mais au final, ouais, ils ont tout enlevé. Et après, on a eu les cas récemment de pizza avec Kinder, enfin. C'est du bad buzz de ouf. Hein. Oui, sauf que tu regardes, et ce qui est assez dingue, c'est que le mal est déjà fait, parce qu'il y a eu l'histoire des glaces aussi, où on avait trouvé quoi? Du plastique dedans? Je sais plus. Enfin, un taux de... Ils mettent de toute façon, je crois, du plastique déjà dedans. Mais... Ouais, les Kinder. Où en fait, toi, tu l'as déjà acheté, ton produit. Et donc, tu te retrouves dans ton supermarché avec une affiche qui dit « Ah bah, si vous avez acheté telle glace de tel lot, de tel machin, faut pas la manger parce qu'il y a trop de machin dedans. » Tu fais « Bah ouais, mais c'est con, je l'ai acheté il y a une semaine, en fait, je l'ai déjà mangé, qu'est-ce qui va se passer ?» Ouais. Tu vois. Alors, j'imagine que dans ces cas-là, quand les gens contactaient directement la marque, il y avait un retour argumenté et souvent, tu sais ce qu'ils font, ils donnent des bons de réduction. Des bons de réduction. C'est foutage de gueule, ça. Ouais. C'est clair, je vais peut-être avoir un cancer. Non, mais après, voilà, tout est relatif. Mais oui. Mais quand c'est arrivé au consommateur final, par exemple, de la GMS, tu peux pas courir après le produit, c'est trop tard. Donc, s'il a vraiment été diffusé et si vraiment il est catastrophique, après, le mal est fait. Kinder, aujourd'hui, galère. Ils font des événements, ils font de l'événementiel avec des calendriers de l'Avent en vrai pour faire venir les gamins. Parce que Kinder, c'était quand même le premier calendrier de l'Avent vendu notamment en France, et nous on adore le chocolat, et là en fait ils sont en train de dégringoler de ouf quoi. Mais bon, on digresse encore, donc se préparer au pire, donc en gros t'as la grosse goutte de sueur et tu fais est-ce que je peux vivre encore pire que ça? Oui, c'est possible. Donc il faut être prêt à encaisser quoi. Choisir le bon canal de communication et partager son message, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu vas communiquer au plus grand nombre, donc tu as déjà communiqué auprès de tes clients. Donc, tu vas communiquer, clients professionnels, tu vas communiquer auprès de tes clients particuliers, auprès de ta communauté, justement, pour expliquer peut-être d'où vient le problème. En gros, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ludo, c'est être honnête à fond, quoi. Ouais. Et donc, une fois que tu as choisi ton canal et que tu as partagé ton message, tu vas organiser ton plan de com. Ça revient en fait à la même chose. Quel canal? Est-ce qu'il y a un premier message, deuxième message, troisième message avec un ton différent à avoir? Est-ce que, alors, la plupart du temps, justement, on propose, le mieux, c'est d'avoir un community manager qui soit bien calé et bien à l'aise avec le sujet. Sinon, il faut prendre quelqu'un d'extérieur. Parce que quand c'est quelqu'un qui est impliqué directement dans l'entreprise et donc dans la crise, c'est difficile parfois de garder un peu de calme et justement toujours de réfléchir à ce qu'on écrit quand on doit réagir à une réaction spontanée. Donc, il faut faire très attention à ça. Toujours réussir à prendre du recul et si on n'est pas capable, justement, demander à quelqu'un d'autre. Et tu ferais un communiqué de presse spécifique. Si jamais ton problème, il est, tu sais, pas hyper médiatisé, est-ce que tu essaierais d'étouffer le truc le plus possible en faisant un petit mea culpa mais qui reste juste là-dedans, ou est-ce que tu ferais un communiqué de presse que tu relayes de manière plus grosse en faisant le mea culpa, ou il vaut peut-être mieux pas étaler le bordel là, quand il est fait? Alors c'est là où c'est compliqué, c'est justement quand c'est la merde, est-ce que tu dois la tartiner encore plus ou pas? Ça dépend. Ça dépend de quel sujet on parle et ça dépend comment toi, tu es justement capable de l'aborder. Tu vois, imagine du harcèlement sexuel dans la truc, bon ça se sait sur un gros Facebook, mais en fait tu l'étales sur un communiqué de presse. Oui, mais comment d'autres peuvent en parler pour toi aussi? C'est-à-dire que toi, demain, tu es incriminé, comme tu l'as dit, par un problème de harcèlement, que ce soit sexuel ou de la discrimination dans ton entreprise, tous ces trucs-là qui, à un moment, aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être. Toi, déjà, il faut être capable de te rendre compte que tu as eu ces attitudes-là. De dire, ok, ouais, je suis un connard. Ok, je suis un connard. Déjà, c'est une bonne démarche, tu vois. Déjà, c'est bien. Tu vois, déjà, c'est prendre la mesure que mettre une main aux fesses ou toucher les seins de quelqu'un quand il le veut pas ou quand il est bourré, c'est peut-être pas à faire. Surtout quand tu bosses et que c'est toi le patron. Donc déjà, il y a ça.
Alors, ensuite, il y a 2 possibilités. C'est contacter là où les personnes qui auraient pu être incriminées par ça et en parler avec elles. Et essayer de comprendre dans la mesure du possible l'impact et le traumatisme que ça a pu avoir. Et puis peut-être d'essayer de compenser quelque part. Je sais pas, hein, après, là, je fais des plans sur la comète, mais être, en tout cas, ouvert d'esprit là-dessus. C'est-à-dire que quand toi, tu as eu une attitude qui n'est pas humainement acceptable, il faut s'attendre aussi à devoir aligner un peu, si ce n'est ton ego, ta fierté, ton estime de toi, hein, mais peut-être aussi plus, notamment une indemnité, je sais pas, hein, j'imagine le truc. Si on a porté plainte, c'est toujours pareil, on en revient à ces histoires de procès, c'est-à-dire que avant procès, avant de passer devant un juge, il y a toujours une médiation, les avocats se rencontrent et discutent, donc ça peut aussi être un moyen d'éviter d'aller trop loin, et pour la victime et pour le bourreau, parce que ça fait plaisir à personne, hein, de se mettre devant un juge et qu'il y ait une tierce personne qui décide si vous avez raison ou tort. Surtout quand on est victime, c'est très compliqué. Surtout dans ces situations-là. Et puis, à un moment... et après, si on a vraiment, comme tu disais, si on est capable de porter ses couilles, c'est de dire, ok, je fais mon mea culpa, donc ça veut dire que je dis aux gens que je suis un connard ou que j'étais un connard. Et si vraiment, à un moment donné, tu portes tes couilles jusque loin, tu dis, ok, moi, j'ai fait la connerie. J'en subis les conséquences. Et quelles qu'elles soient les conséquences, de toute façon, c'est pareil, je les assume, parce que à un moment donné, ça sort de... Enfin, c'est plus soi qui... Malheureusement, la vindicte populaire n'est pas toujours très cool non plus pour ça. Mais pour autant, c'est ce qui pend au nez, peut-être de certains, on ne sait rien. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est ce que tu fais après en tant qu'homme ou femme. Et il y avait une étude là-dessus que j'avais regardée, alors je ne me rappelle plus sur quoi j'avais lu ça, mais qui disait qu'il valait mieux être un pourri toute sa vie et faire une action géniale juste avant de mourir. Les gens se rappelaient de toi comme quelqu'un de bien, alors que l'inverse n'est pas vrai. Et ça, ouais. C'est assez fou. Hein. Tu dis, tu peux être un connard toute la vie et faire la petite action bien de la fin, et puis on se rappelle de toi d'une meilleure manière. Si elle est sincère, oui. Je pense que ça doit être plus impactant que l'inverse de quelqu'un, par contre, qui... Ouais. Et t'as raison, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'à la fin, si t'es capable de dire à tout le monde, j'étais un connard, mais aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux, j'ai compris, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Enfin, voilà, d'essayer de passer, de plaider la bonne parole, de montrer que c'est un temps révolu et que, regardez, moi, j'ai réussi à changer. Il y en a qui le font, il y en a qui préfèrent faire l'autruche. Ou même des prisonniers qui ont toute leur vie ont fait de la merde et qui finissent par faire des TEDx ou de l'éducation auprès des enfants dans des écoles. J'avais entendu un épisode de podcast là-dessus qui était vraiment marquant, sur un mec à Hawaï qui a fait de la prison, qui était un tox et qui a fait de la merde toute sa vie, et maintenant il fait des TEDx, des conférences, et tout le monde l'applaudit. Enfin, c'est Stand Innovation et compagnie. Enfin, c'est assez percutant. Le mec a fait de la merde et il utilise son passé pour promulguer la bonne parole. Transmettre. Ouais, et puis dire aux gens, ne faites pas comme moi, en fait, parce que vous allez vous faire du mal à vous, puis aux autres. Donc, je pense que ça, c'est bien. Après, ça veut dire d'avoir quand même, à un moment donné, de porter ses couilles et oser se montrer. Et puis, c'est surtout, il faut être sincère. Tu peux pas faire cette démarche juste pour essayer de te dédouaner. C'est-à-dire que c'est une démarche qui doit être 100% sincère, sinon ça va se voir de ouf, quoi. Et là, alors là, c'est pire, quoi. C'est double effet qui se coule. Là, pour le coup, là, c'est foutu pour toi. Là, tu t'en vas. Là, c'est un dry hopping de merde, là. Ouais, ça doit goûter bon, ça. Donc, suivre les réactions, évidemment. Hein, c'est-à-dire que n'importe quelle réaction, que ce soit un j'aime, un gars furieux, un smiley pas content, un partage avec des commentaires du style c'est de la merde. Voilà, faut être vigilant, être en veille partout. Et surtout, à la fin, on en revient un peu à ce qu'on disait, c'est apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire, ok, je l'ai fait une fois.
Je dis maintenant, il faut plus le refaire. Donc, qu'est-ce que je fais pour plus... Donc, non seulement tu as corrigé, tu l'as dit, tu es dans ton environnement correctif, et on en revient à ton exemple, en fait, finalement. Tu es dans ton environnement correctif, donc tu vas corriger ton erreur, mais derrière, qu'est-ce qui fait que tu vas plus du tout la faire ? Là, pour l'exemple du comment ça s'appelait déjà, du thiol, Tylenol. Je suis déjà plus là. Du Tylenol, ils ont carrément inventé un flacon inviolable, en fait. Donc, toi, demain, tu as une infection. On va pousser l'extrême. Tu as une infection, tu sais pas la trouver, il faut que tu règles ça rapidement. Chut, tu jettes toutes tes cuves. Tu remplaces tout. Ou tu déménages. Alors, c'est un peu radical, ça peut coûter cher. Mais quand vraiment, tu n'as plus le choix, parfois... le truc n'est pas encore arrivé. Genre, imaginons, tu bois une bière d'une brasserie très connue, très populaire en GMS, et tu meurs. Et il y a 10 cas comme ça dans toute la France. Comment tu gères le truc, quoi. C'est vrai que là, pour le coup, c'est compliqué. Tu prends le numéro de l'eau, t'enlèves tout, et limite, ça suffirait pas aux yeux des gens, quoi. Donc, c'est peut-être jamais arrivé, mais... Non, le problème de la bière, si tu veux, c'est que c'est aujourd'hui, si tu meurs... Comment je vais dire ça ? Si tu meurs parce que tu bois de la bière, c'est que tu as déjà un problème avant. C'est-à-dire que le produit en lui-même, tel qu'il est fait, ne peut tuer personne... sauf à ce qu'il y ait plusieurs précurseurs. Donc des problèmes intestinaux, des problèmes rénaux, et encore, même les problèmes rénaux, je ne suis pas sûre. Sauf si tu mets du cyanure dans ta cuve, quoi. Par contre, après... Alors, sur tout ce qui est au produit de nettoyage, certains se retrouvent dans la bière, mais comme ils sont déjà prédilués, en fait, même si tu en trouves un peu dans le produit fini, c'est pareil, c'est des traces qui fait que ça ne va pas te tuer sur le coup. J'avoue que c'est pas sexy de mettre ça dans les allergènes ou dans l'étiquette, là. Traces de Javel. C'est de la soude, qu'est-ce qu'ils utilisent d'autre ? Enfin, tu vois, c'est des mots qui donnent pas envie. Pourtant, parfois, il y en a. Il y a des pesticides aussi. Sur les bières conventionnelles, on retrouve du pesticide, mais ça, on en trouve partout et ça tue pas tout de suite. Non, un bout de verre. Un bout de verre dans la bouteille que tu ingères et qui te fait une hémorragie interne. Ça, il faudrait... mais c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le HACCP en brasserie, qui est en fait un protocole d'appréhension des risques pour le consommateur. Alors, ce n'est pas des risques agroalimentaires, ce n'est pas un risque comme pour le fromage, par exemple. Tu as une bactérie qui peut se mettre dedans, ce n'est pas ce risque-là, mais c'est les risques plus de process, donc de nettoyage, évidemment, parce qu'il y a des produits... donc, imagine, tu dilues pas ta soude et tu la mets telle qu'elle dans la bière. Bon, ça, c'est un risque qui est listé dans le HACCP. Entre nous, ça n'arrive jamais. Et l'autre risque aussi, c'est une bouteille qui pète pendant ton embouteillage et il y a un bout de verre qui se met dans l'autre. Donc, en fait, quand tu fais ton HACCP, tu dis, OK, j'ai une bouteille qui a cassé, je vire toutes celles d'avant, toutes celles d'après, je nettoie mon embouteilleuse et seulement après, je recommence. Donc, ça te permet d'éviter ce genre de truc. Et entre nous, je n'ai encore pas entendu parler de ce problème-là parce qu'il y a quand même une vigilance des brasseries. Mais ça pourrait être un risque pour la santé. Et dans ce cas-là, oui, tu enlèves tout. Et tu serres les fesses très très fort et puis tu expliques justement comment est foutu ton process et que tu expliques que tu as réfléchi et tu expliques que ça ne va plus arriver parce que regarde, il y a tout ça qui est fait, il y a des alarmes, il y a des machins, il y a une vérification au laser. Faut prouver par A plus B très facilement que ça se reproduira plus, tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est tout simple. Donc apprendre de ses erreurs et plus que les corriger, je pense ne plus les reproduire, quoi. Donc voilà. Donc c'est un sujet quand même assez dense, la com de crise. Il y a certainement d'autres méthodes à avoir. Surtout n'hésitez pas à nous transmettre si vous avez vous-même votre petite analyse du sujet. Ou si ça vous est arrivé pour X raisons et que vous voulez en parler, on va créer un numéro vert spécifique. Non, je rigole. Mettez en commentaire si vous n'avez pas honte. C'est ça, si vous avez chiche ou pas chiche. Allez, hop. Si vous portez vos couilles, mettez en commentaire ce qui vous est arrivé ou ce que vous avez fait. Ce qui vous est arrivé. Ouais. Yes. Allez, on passe rapidement au coup de cœur parce que là, 58 minutes, c'est parti. Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est l'élection de Marion Praz en président du Paris Beer Club.
Donc voilà, je suis plutôt très contente de voir qu'une femme, en plus, comme Marion, accède à ce poste. Il faut savoir que Marion, elle est dans l'association depuis quasiment ses débuts, qu'elle a toujours été active, toujours présente aux réunions, et que voilà, aujourd'hui, elle soit élue présidente. Je trouve ça très bien. Le Paris Beer Club, c'est donc l'association qui s'appelait Bière et Papilles avant et qui organise la Paris Beer Week. Paris Beer Week qui est quand même l'un des premiers festivals craft artisanal de bière de France, quand même, je tiens à le dire. C'est pas parce que c'est Paris, c'est juste que parce qu'il a donné lieu à plein d'autres festivals partout en France et que pour moi, il est voilà, c'est incontournable, c'est un historique et grâce à Marion et grâce à toute l'équipe du Paris Beer Club d'ailleurs, dont certains sont là aussi depuis très longtemps, c'est un festival qui va perdurer et puis ils font des actions pour les membres toute l'année dans les bars, notamment des dégustations, des concours de brassam, des choses comme ça. Donc voilà, je voulais dire félicitations. Bravo à Marion. Bravo Marion. Voilà. Bravo Marion. Génial. Moi de mon côté, le coup de cœur, il est ultra auto-centré. C'est une auto-promo de ouf là. Je peux pas me cacher du tout. Je viens de lancer mon e-book qui s'appelle Lance ta super potion avec succès. C'est un guide de branding complet pour développer consciencieusement ta marque de boisson. Alors c'est un PDF de 85 pages. Au début, j'en avais fait une formation hebdomadaire qui apprenait en 7 mails comment faire telle ou telle chose. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de vécu. Là, on va dire que j'ai retiré ça. Au bout d'un moment, voilà, tout ce qui est gratuit est en podcast. Là, vous pouvez écouter tous ces épisodes gratuitement. Au bout d'un moment, il y a des choses très utiles qu'il faut faire payer quand c'est bien fait, consciencieux et pas mal d'expérience derrière tout ça. Donc après une centaine de podcasts et d'interviews, j'avais assez de recul pour écrire quelque chose de plus complet. Donc j'ai repris un petit peu de cette formation-là, j'en ai ajouté pas mal de choses. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ces pages ? Ce qu'est une marque de boisson en 2023, à réfléchir activement à son ADN, à attirer sa cible rêvée et le fait de raisonner avec elle, à consolider sa promesse et son positionnement, à donner à sa boisson une personnalité unique, à éviter le greenwashing, à trouver un nom de marque impactant. Il y aura aussi plusieurs stratégies de différenciation possibles et des astuces branding et marketing. Donc tout ça pour 29,95 €. Ça peut paraître cher pour un livre. On n'est pas sur Amazon pour un roman du soir. C'est un livre business et d'experts. Donc c'est pas voilà, c'est pas un livre qui coûte, qui coûte 5 balles. Ouais, puis 85 pages, j'imagine qu'en plus tu l'as super bien, tu l'as super bien pensé. Parce que il est brandé, il est looké, donc il est joli en tout cas. Et puis, en plus. Et puis voilà, il y a pas mal de commentaires et de témoignages que vous pourrez aller voir. Donc c'est sur superpotion.fr, tout attaché, et il y a un petit bouton commander, et puis vous verrez un petit peu les chapitres qu'il y a, et puis surtout les témoignages des gens qui ont aimé cette formation. Qui ont déjà lu. Donc voilà. Merci à moi-même. Je m'applaudis. Non, mais t'as raison. En tout cas, moi, je l'ai vu passer sur LinkedIn. Je crois que je l'ai vu hier, d'ailleurs. C'est tout récent, il me semble. Ouais, c'est tout récent. Que tu as lancé le bouquin. Donc, moi, franchement, à 29,95, je crois que j'ai vu. À ce prix-là, je vais l'acheter et puis je vais le lire. Puis je te donnerai mon petit avis. Écoute, moi aussi, j'en ai besoin, je pense, de bien... j'ai ma marque à développer, donc oui, c'est vrai qu'il y a des tips qui peuvent aussi être efficaces pour autre chose que juste une boisson alcoolisée. Ça peut être effectivement un indépendant ou ce genre de choses. Ouais. Mais ouais, carrément. Ouais, et puis c'est toujours bon les petits conseils comme ça, et après ça remplace pas l'analyse en détail et puis le recul, mais ça permet déjà de se dire tiens, où est-ce que je pêche, où est-ce que j'aimerais bien, et j'aime bien l'idée de la cible rêvée, parce que c'est vrai que des fois on fait un produit qui nous ressemble, qu'on vend à des gens qui nous ressemblent, mais est-ce que c'est vraiment ça finalement notre cible et qui on est nous? Et penser à toutes ces petites choses-là, je pense que c'est important. Et c'est vrai que la cible rêvée nous permet peut-être parfois aussi d'aller plus loin dans notre démarche produit. Ouais, c'est ça, ouais. C'est avec qui on aimerait voir, boire
nos bières, par exemple, si elles sont vendues en GMS ou si, je sais pas moi, si demain on a envie qu'un grand chef goûte nos bières, comment on fait, quoi, tu vois, par exemple. Ouais, carrément. Et en tout cas, c'est plus porté sur vraiment l'entrepreneuriat. Je pense que les gens qui sont plus en mode DIY, qui sont un peu contrôle fric, qui aiment bien regarder de près et faire eux-mêmes les choses. Il y a beaucoup de gens comme ça qui veulent s'éviter des coûts d'une agence de communication et qui voudraient faire les choses eux-mêmes. Et ben voilà, pour 30 balles, on a plein de conseils et c'est plein d'idées, ouais. et on reste essayer de faire nous-mêmes les conseils. Alors, quand c'est pas ton métier, voilà, tu peux pas tout faire et c'est pas forcément fait de manière optimale, mais à moindre coût, ça t'évite peut-être, Ouais, ça donne des idées, et voilà quoi. Ça marche bien. Oui, je valide l'idée, je le fais moi-même. Il y a un truc que je sais pas très bien faire, mais comme ça m'intéresse, je vais y aller. Tu vois, c'est comme le meuble là que j'ai voulu retaper, que ça fait 6 mois qu'il est là. Je le vois tous les jours, mais je vais y arriver. Ouais. C'est un peu comme mon site internet que j'ai décidé de refaire. Ouais. Mais c'est pareil, je vais y arriver. Quand tu fais appel à quelqu'un, oui, tu vas payer ses services, mais par contre, ça va pas prendre 6 mois. Tu vois. C'est ça. Le meuble, 2 semaines après, il est peut-être prêt. Tu vois. Bon, sauf s'il est très très demandé. Mais ça veut dire que s'il est très demandé, il est plutôt bon. Mais c'est comme ta toiture. Tu vois, tu refais pas une toiture comme ça. Il y en a qui le font, c'est vrai. Mon frère l'a fait, mais tu refais pas une toiture comme ça si t'as jamais fait de toiture de ta vie, quoi. Ouais, c'est clair. Déjà parce que c'est dangereux. Ouais, tu veux que ce soit bien fait, que ce soit calibré. C'est en fonction de la complexité du problème. Et des deadlines que tu as. Et de ton budget. Un deadline que tu as, de ton budget, c'est quand même toujours bien d'avoir une petite vision extérieure parce que ça permet d'avancer plus vite et peut-être d'avoir quelque chose de plus structuré plus vite aussi. Carrément. Pas partir dans tous les sens tout le temps et puis d'avoir un truc. D'ailleurs, je te remercie pour les conseils pour mon site internet. Il va falloir que je finisse. Il est temps. Yes. Bon, super. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Ludovic. C'était Dorothée. Pardon, je te coupe. Et on est toujours vivants. Voilà. On est toujours là. Et on espère vous voir la semaine prochaine dans Milecto. À bientôt dans Milecto. Ciao. Salut.